N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes. Et nous y sommes, mesdames et messieurs. Ce mardi, notre invité nous vient du parti présidentiel Union pour la République UNIR. Et c'est le président du groupe parlementaire UNIR qui est avec nous. Il s'agit du député Christophe Padoum Hekou Chao qui est avec nous. Alors, monsieur le président, encore une fois, bonjour. Bonjour. Alors, comment se porte la majorité parlementaire? Non, tout comme l'opposition, tout le monde se porte bien. Ah, tout le monde se porte bien. Ah ouais, et la bonne entente, la bonne ambiance est-elle de mise entre vous et vos collègues de l'opposition? Non, vous savez, il y a toujours de très bonnes relations avec les collègues. C'est une famille, on forme une famille. C'est normal, dans une famille, il y a des moments où on peut ne pas s'entendre sur un aspect de la question ou sur un problème donné. Mais au-delà, nous sommes une famille, hein, aussi bien au Togo qu'à l'Assemblée nationale. Et nous vivons en très belle harmonie. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. De l'opposition, vous militez pour l'intérêt national, l'intérêt de toutes les populations qui vous ont élus. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on est élu, parce que à partir du moment où on est élu, notre constitution dit qu'on est un élu du peuple. Voilà, donc nous sommes là pour défendre les intérêts du peuple, pour faire en sorte que le Togolais se porte mieux, que ça puisse être meilleur, hein, aujourd'hui et demain. Que le Togo retrouve véritablement son élan, qu'on puisse avoir des solutions à nos problèmes auxquels nous sommes confrontés, à savoir le problème d'emploi, le problème de développement économique, et tout cela. La lutte contre la faim. Voilà, la lutte, oui, c'est ça. Parce que quand on a de l'emploi, on peut facilement se nourrir, se vêtir et puis se soigner. Voilà. Mais quand même, est-ce que, en âme et conscience, là, vous n'êtes pas sous la casquette de parti de la majorité présidentielle? Est-ce que vous-même, en tant que député élu du peuple qui n'a pas un mandat impératif, les populations se retrouvent dans toutes les actions que vous faites depuis ces 5 dernières années? Mais la question m'étonne. Nous travaillons pour les populations. Mais en réalité, tous les actes que nous posons, nous les posons en faveur des populations. Et si ces actes ne vont pas dans l'intérêt des populations, on ne va pas les poser. Mais c'est ça. Parce que une action peut être posée aujourd'hui, mais si vous n'avez pas les effets immédiats aujourd'hui, vous les aurez demain ou après-demain. Mais c'est ça, parce que gouverner, c'est prévoir. Donc nous travaillons aussi bien pour le présent que pour le futur. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Dès à présent, les effets escomptés par une action, j'allais dire, de l'Assemblée du gouvernement, mais les effets viendront demain ou après-demain. Mais c'est comme ça qu'on travaille et nous pensons que le présent et le futur, c'est préoccupant pour notre pays. Vous l'avez dit tout à l'heure que l'ambiance, elle est bon enfant entre vous, les parlementaires, au niveau de l'Assemblée nationale. Avant de revenir sur ce qui s'est passé hier, allons un peu au Cameroun. Vous suivez l'actualité. Le président Paul Biya, 85 ans, vient d'être encore élu pour un nouveau mandat de 7 ans, très vieux, et c'est donc un score inimaginable qu'il a enregistré hier, 71,28%. Oui, mais vous savez, en réalité, dans nos pays africains, on se torture les méninges à tout moment pour dire limitation de mandat, ceci, cela. En réalité, ce qui est important, c'est dans le processus électoral. Si on a un processus électoral véritablement transparent, on peut se présenter indéfiniment pourvu que le peuple puisse juger votre action à la fin de votre mandat.
Alors, on le voit dans les pays développés où ils n'ont pas une limitation. Ailleurs, ce n'est pas du tout écrit. C'est les gens qui volontairement se décident de ne pas aller. Mais ailleurs, les gens y vont, hein, tel que l'Allemagne, jusqu'à ce que vous-même vous soyez sanctionnés par le peuple parce que vos actions ne portent plus. Bon, le Cameroun, c'est un pays... un pays africain. Un pays africain. Bon, maintenant, le comme jour... le Gabon, comme le Togo. Exactement. Comme le jour, N'oubliez pour le pas de moment, t'abonner à la ils ne sont pas chaîne dans YouTube limitation de mandat, News. c'est leur choix. C'est leur choix et ils n'en parlent même pas. Oui, le peuple n'en parle même pas. Donc, ils sont satisfaits avec la façon dont les institutions fonctionnent à ce moment au Cameroun. Alors, maintenant, dans le fait, et au niveau des élections, le score de Paul Biya, il y a déjà des contestations. Bien sûr. Bon, est-ce que le processus a été transparent, crédible? Je n'étais pas, donc je ne peux pas me prononcer véritablement sur cet aspect de la question. Oui, mais quand même, en tant un des grands intellectuels africains, est-ce que ces chefs d'État qui, le plus souvent, sont toujours au pouvoir et ils meurent parfois, est-ce que ça fait l'honneur quand même à toute la jeunesse africaine, parfois? Mais c'est ce que je dis, si le peuple estime qu'avec le président qui est là, quel que soit le nombre d'années qu'il passe au pouvoir, le peuple a ce qu'il lui faut, ça, à savoir l'emploi, n'est-ce pas? Les écoles, la santé, les infrastructures économiques et tout le reste. Mais c'est au peuple de le sanctionner dans les urnes, lorsqu'il va juger qu'il ne travaille plus pour l'intérêt de ce peuple-là. Ce n'est pas des gens qui peuvent se retrouver dans une chambre et puis dire, bon, ben voilà, et toi, tu dois devenir ancien président. Non, il faut laisser les urnes parler, hein, pour que il se prononce, qu'il sanctionne ou qu'il confirme celui qui aspire à les diriger. Oui, mais quand même, avant de clore ce volet, tout porte à croire que c'est dans les pays francophones, africains surtout, que les chefs d'État, une fois qu'ils organisent les élections, ils ne les perdent jamais. Je pense que dans nos États... Alors que dans les pays anglophones, ce n'est pas le même schéma. Oui, non, c'est ce que je disais. Dans nos pays francophones, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler pour que, dans le processus, lorsque le processus commence, tout le monde soit associé. Oui. Voilà, tout le monde soit associé et que chacun contribue à rendre transparent ce processus jusqu'aux élections. Donc nous avons, dans cet esprit-là, il faudrait que toutes les synergies, toutes les parties, les forces en présence se mettent dans ce schéma-là. Mais si on se met en retrait, c'est facile, parce que quand on est en retrait, on peut critiquer aisément. Mais quand on va pour apporter sa contribution, ça veut dire qu'on est comptable de l'action qui se mène à ce moment-là. Je pense que dans nos pays francophones, il est important que nous puissions comprendre que lorsque nous voulons aller aux élections et que nous décidons de mettre ensemble toutes nos énergies, il faut y prendre part. Il faut donner ce qu'on a à donner pour que le processus soit parfait et qu'il puisse répondre à nos souhaits. Mais vivement, il y aura quand même cette possibilité un jour qu'on puisse assister à des élections, comme vous l'avez dit, où toutes les parties prenantes puissent fédérer leurs énergies pour rendre ces scrutins transparents et qu'on n'assiste plus à ces proclamations de résultats avec contestation, mort d'hommes, etc., etc. Il y a possibilité? Mais bien sûr, il y a possibilité. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Avant les années 90, on n'était pas dans ce schéma-là. Aujourd'hui, quand vous regardez les pays francophones, l'ensemble des pays francophones, il y a une évolution. Oui. Bon, maintenant, il faut améliorer ce que nous avons déjà acquis. Notamment le cadre électoral. Notamment le cadre électoral, pour que demain, les générations qui viennent puissent trouver véritablement ce que nous recherchons à travers tout le processus électoral, tout le processus démocratique. C'est notre souhait. Alors, pourquoi hier, à l'Assemblée nationale, vous avez failli, vous, députés, en venir aux mains? Honorable, expliquez-nous ce qui s'est passé hier. Non, en réalité, c'est regrettable. C'est la première fois. C'est vrai que j'ai député il y a que 5 ans. Mais en 5 ans, c'est la première fois qu'on a vécu une situation pareille. Et nous tous, nous devons déplorer cela et se dire qu'il ne faut plus qu'on vive de tels faits dans l'hémicycle. Parce que nous sommes
comme je l'ai dit à l'entrée, une famille. Quelles que soient nos divergences politiques, nous sommes une famille et nous représentons le peuple togolais. Bien. Alors, donc ça veut dire que tout ce que nous posons comme acte, tout ce que nous faisons, le peuple a les yeux dressés vers nous. Et en ce moment, nous devons montrer l'exemple. Ce qui s'est passé hier, on n'a pas compris, véritablement on n'a pas compris. Parce que le problème qui est là ne devait pas nous amener à ce niveau de comportement. C'est regrettable. Alors maintenant, comment ça s'est expliqué? Non, c'est qu'on ne veut pas tous voir les choses dans le sens où il faut. Parce que ce n'est pas nous qui avons créé ce problème. Ce problème est là et il faut le solutionner. Nous sommes dans l'hémicycle là-bas, opposition et majorité parlementaire. Oui. Voilà, donc c'est bien distinct. Et par rapport à notre règlement intérieur, on sait qui est de l'opposition, qui est de la majorité présidentielle. Mais malheureusement, nous ne voulons pas causer ces aspects-là et on s'est lancé dans d'autres critères et cela a créé d'autres problèmes. Voilà. Et voilà, maintenant, ce qu'il y a lieu de dire encore, Monsieur le Président, hier, vous disiez tout à l'heure que ce n'est pas vous qui avez créé le problème au niveau de l'Assemblée nationale, mais tout porte à croire, et M. Kissil avait dit ici que c'est le gouvernement qui est la source de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui par rapport à l'intégration ou non des représentants de l'opposition parlementaire à la CENI. Que répondez-vous? Voilà, c'est ce que nous disons. À force de vouloir rejeter tout sur le gouvernement, tout sur la majorité, nous sommes en train de fausser totalement le débat. Et tout le monde sait, à l'origine, à l'Assemblée nationale, lorsque nous sommes arrivés, nous avons un règlement intérieur que nous avons voté, qui est une loi. Et ce règlement intérieur dit que chaque formation politique s'inscrit selon que vous voulez être dans la majorité ou dans l'opposition. L'UFC s'est inscrite comme étant de l'opposition. Et quand vous rentrez dans l'hémicycle, vous verrez, quand on était au Palais des Congrès, tout comme ici, vous verrez que à la gauche du président, c'est l'opposition. À la droite du président, c'est la majorité. Au niveau de sa gauche, l'UFC y siège avec l'ANC, le CAR et tout le reste. Ils sont dans l'opposition à ce niveau-là. On a vu par le passé toutes ces formations-là, les gens sortaient, ils sont sortis ensemble plusieurs fois. Lorsque un sujet ne les arrangeait pas dans l'ancien palais des Congrès, ils sont sortis, ils ont vidé la salle, ils ont laissé ça, on a travaillé. Les cas, la ANC, y compris l'UFC. Mais ils ont vidé la salle. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. À des moments donnés, l'UFC a voté avec eux. Donc ce n'est pas, ça c'est connu. Alors même quand vous remontez dans l'histoire, on a vu la CDPA qui a fait partie du gouvernement, avec Ninevi et Maître Gaoune Bor. Est-ce qu'ils étaient de la majorité? Non, c'était des opposants, ils étaient dans l'opposition, mais ils ont fait partie du gouvernement. Alors, quand vous prenez un peu l'Allemagne, les partis politiques se sont mis ensemble pour définir un programme de gouvernement. En ce moment, on sait que le programme du gouvernement, il est commun à ces partis politiques qui gouvernent l'Allemagne. Ici, ce n'est pas le cas. C'est à travers un accord pour dire, bon, mais moi, je vais venir, il faut qu'on calme ce pays pour pouvoir véritablement nous organiser et aider le pays à avancer. Parce que de crise en crise, de violence en violence, c'est les Togolais qui perdent. Moi, je crois que c'est dans ce cadre-là. Mais vous êtes en alliance. Est-ce que forcément on est encore de l'opposition? Mais non, j'ai donné des cas. J'ai donné le cas de la CDPA qui a fait partie du gouvernement. Vous avez vu... Mais ce n'était pas suite à un accord. Mais ce n'est pas suite, mais bien sûr, pour qu'il rentre au gouvernement, il doit y avoir quand même des échanges. C'est vrai que ce n'est pas écrit. Vous avez vu Edem Kodjo qui a été Premier ministre dans ce pays. Mais vous avez vu Agbebo qui a été Premier ministre. C'est de l'opposition. C'est à la suite donc de l'APG. Voilà, mais Edem Kodjo, c'est l'opposition. Donc, dans ce pays-là, il y a eu toujours des opposants qui sont au gouvernement, mais qui ont gardé leur étiquette d'opposants. Alors ici, je le rappelle, que notre règlement intérieur, chaque formation s'est inscrite par rapport à ça. Donc, à l'Assemblée nationale, référant au statut de l'opposition. Bien sûr. Le règlement intérieur est clair. L'UFC s'est inscrite comme étant un parti de l'opposition.
le CAR le sait, l'ANC le sait, tout le monde le sait. Oui, entre nous, honorables, vous êtes face au peuple et les étudiants sont en train de vous écouter, tout le monde vous écoute. Est-ce que là, pas forcément dans le plan ou bien sûr le plan politique, est-ce qu'on peut être forcément avec quelqu'un et à la fois contre la personne? Expliquez-nous un peu. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. On a vu le cas du Sénégal, Wade. Wade a été plusieurs fois au gouvernement, mais étant de l'opposition. Et quand les présidentielles arrivent, il se retire et il se présente sa candidature. Donc ce n'est pas nouveau. En Afrique, c'est des choses qui se sont faites ailleurs, qui sont faites chez nous ici. Non, alors, là, il ne faut pas... si on sollicite singulièrement votre expertise pour aider le pays, est-ce que nécessairement on est dans une alliance, une sorte d'accord? Mais, il faut faire un distinguo entre le droit et la politique. Oui. Alors, nous, ici, si nous revenons au cas spécifique de l'UFC, oui. Je dis que sur le plan juridique, nous avons notre règlement intérieur de l'Assemblée nationale où ils sont inscrits comme étant un parti de l'opposition. Et il a travaillé de temps en temps avec ses collègues de l'opposition. Oui. Ils n'ont pas contesté, mais ils ont accepté cela. Mais parce que la politique a ses méandres. Mais le droit, il est ce qu'il est. À partir du moment où, juridiquement, vous vous inscrivez comme étant un parti de l'opposition, les autres vous ont accepté, vous avez travaillé avec eux, vous êtes de l'opposition. Maintenant, politiquement, à un moment donné, vous pouvez vous dire, voilà pour l'honneur du pays, oui. Pour la paix dans le pays. Pour la paix dans le pays, moi, je vais contribuer. Je vais contribuer pour que le pays puisse retrouver la tranquillité, la paix. Ça, c'est différent. C'est différent. Je pense que nous sommes dans ce schéma-là. Vous êtes dans ce schéma. Mais pourquoi vous ne traitez pas Adi sur le même pied d'égalité que l'Union des forces de changement? Mais attention, ce n'est pas nous qui ne traitons pas Adi. Ce que nous avons relevé hier... De facto, Adi est de l'opposition. Mais oui, vous le savez aussi. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ce que nous avons relevé hier, oui, c'est que le comité de suivi, peut-être que les parties prenantes devaient poser là-bas clairement le problème de l'UFC. Parce que quand vous regardez un peu ce qui a été présenté, mais on dit qu'il faut un dialogue inclusif. Ça veut dire que même la C14 qui va là-bas et qui discute également ce qu'elle prend comme décision, c'est pour l'opposition qui n'est pas là-bas. Vous êtes d'accord avec moi? Au nom de l'ensemble de l'opposition. Mais oui, bien sûr. Parce qu'ils ne vont pas discuter à leur propre nom. Ils vont discuter, ce qu'ils discutent, c'est pour l'ensemble de l'opposition, y compris les partis qui ne font pas de la C14, mais les décisions qui vont sortir de là, ça doit bénéficier aussi bien à toute la classe politique de l'opposition. C'est-à-dire ceux qui sont membres ou non membres de la C14. Mais sinon, ça ne sert à rien d'aller discuter. Quand ils vont, ils disent au nom du peuple. Ben, le peuple, les partis politiques qui ne font pas de la C14, ne sont pas leurs militants, ils sont plus du peuple. Mais ils vont discuter au nom du peuple. Mais vous discutez au nom du peuple, ça veut dire au nom de tous ceux qui sont avec vous, ou alors aspirent à la même... ou bien qui ont les mêmes aspirations, les mêmes aspirations que vous. Oui, parce que c'est ça le peuple. Alors, donc, à partir de ce moment-là, je pense que le problème de l'UFC devait être abordé de façon spécifique pour que... Est-ce que cela n'a pas été fait de la part de vos collègues de l'opposition? Non. Ils n'ont pas abordé de façon spécifique. Je ne sais pas, parce que dans le document, dans les décisions de suivi, on a parlé des partis parlementaires. Alors, les partis parlementaires, ça c'est l'opposition. Les partis parlementaires, l'UFC est pour nous, au terme de notre règlement intérieur, un parti parlementaire de l'opposition. C'est à ce titre qu'il avait fait malgré son accord. Non, mais l'accord... Oui, vous l'avez dit. Vous référez au règlement intérieur. Mais bien sûr. Alors, nous sommes à l'Assemblée nationale. Parce que c'est à ce titre qu'il avait déjà présenté une candidature lorsque l'appel avait été lancé. Maintenant, le problème n'a pas été clairement spécifié. Aujourd'hui, l'ANC, à travers un courrier, a saisi le comité de suivi pour dire, mais voilà, on est face à cette situation. L'UFC également a saisi le comité de suivi, mais ça veut dire que tout le monde reconnaît qu'il y a problème. Parce qu'il n'y a pas de problème, vous n'allez pas écrire. Oui, si vous avez saisi le comité de suivi et vous reconnaissez qu'il y a problème, c'est que vous avez besoin que l'on vous clarifie, qu'on spécifie de façon
bien précise ce problème-là, afin que les choses puissent avancer. Alors, donc, à partir de ce moment-là, eux-mêmes, hier, ils disaient, donc, attendons que le comité de suivi se prononce. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas attendre. Parce que la situation qui s'est clarifiée aujourd'hui, les 4, il fallait les nommer. Si eux-mêmes disent qu'il faut attendre, ça veut dire que le comité de suivi va se prononcer. Le comité se prononcera. On va régler le cas du seul membre qui ne sera pas, qui n'est pas encore élu. Bon, voilà. Parce que il ne faut pas bloquer les institutions, ce que j'ai dit hier. Vous avez dit hier qu'il ne faut pas bloquer les institutions. On y revient tout de suite. Mais quand même, Monsieur le Président, un parti qui est avec vous sous le sceau d'un accord depuis 8 ans, et vous dites à la fois au même moment qu'il est encore de l'opposition. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Non, pas vous. Oui, mais là, ce n'est pas moi qui le dis. L'ensemble des députés de la majorité. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais vous êtes venu président à l'Assemblée nationale. Quand vous voyez l'UFC assis avec les opposants, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? Mais ça, c'est ce que j'ai dit. Oui. Notre règlement intérieur, pour nous, l'UFC est dans l'opposition. Personne, aucun parti... On ne peut le nier. Mais c'est la loi. Je vous dis que le règlement intérieur, c'est la loi. C'est une loi. Et ils se sont inscrits. Donc tout le monde s'est inscrit. Personne ne l'a nié. Quand l'UFC posait des actes à l'Assemblée nationale avec les autres, ils ne l'ont pas nié non plus. Ils n'ont pas dit, mais pourquoi tu es avec nous? L'autre aspect de la chose, si au niveau de la majorité, on a réussi à demander à Obu, il faut sortir de la CENI. On a demandé au NET, il faut sortir. On a demandé au COPED, il faut sortir. Le KPDR, je ne maîtrise pas pour le moment. Alors, pourquoi vous n'avez pas pu échanger ou discuter avec l'Union des forces de changement qui est déjà avec vous au gouvernement depuis 8 années pour que vous puissiez sauver ce qui doit l'être et que le pays avance? Mais plutôt, vous avez préféré que le pays soit encore bloqué à travers cette affaire de représentants à la CENI. Alors, votre question est la bienvenue. Mais je vais vous préciser très bien ce qui se passe. Les partis extra-parlementaires que vous avez cités, tout comme la société civile que vous avez cité, c'est vrai, au niveau de la majorité, nous leur avons donné notre caution pour les faire élire. Oui. Au niveau de l'UFC, l'UFC s'est porté candidat au titre des partis parlementaires de l'opposition, ce qui est très différent. Nous, au niveau de la majorité, nous n'avons aucune force juridique pour retirer à l'UFC son mandat, ni préparer un courrier pour le faire démissionner. Ce n'est pas possible. C'est en son âme et conscience. Maintenant, quand ce qui concerne dialoguer, mais pourquoi la C14 ne peut pas discuter avec l'UFC? Pourquoi ils ne peuvent pas s'asseoir avec l'UFC pour discuter et voir est-ce que c'est l'UFC qui devrait siéger au titre de l'opposition parlementaire, ou bien l'UFC peut leur céder la place? Pourquoi ils ne veulent pas dialoguer? On parle d'un dialogue inclusif. Mais eux-mêmes de l'opposition ne veulent pas dialoguer. On dit au parti au pouvoir dialoguer avec l'UFC. Pourquoi eux ne veulent pas dialoguer? Peut-être que vous êtes déjà ensemble. Non, mais vous savez, dans ce pays, on ne peut pas dire que tel ou tel... En matière de dialogue, il faut ouvrir ses portes. On ouvre ses portes à tout le monde. Que vous savez, mon ami ou mon ennemi, lorsque l'intérêt se fait sentir, on doit discuter pour pouvoir aller vers un compromis. Donc, il ne doit pas avoir d'exclusivité. C'est pour ça que nous parlons de dialogue inclusif. Il est important, hier nous l'avons dit à nos collègues, que vous, de la C14, vous devez initier aussi un dialogue avec l'UFC sur cette question-là. Maintenant, que vous ne voulez pas le faire et que les deux partis ont saisi le comité de suivi, on attend que le comité de suivi se retrouve, qu'il se prononce pour que tout le monde soit situé. Et que répondez-vous à ceux qui estiment que le pouvoir veut ratisser large afin de pouvoir agir au niveau de ce qui sera décidé unanimement à la CENI? Non, ça c'est des allégations. On a dit la parité 8-8. On n'a pas hésité. On n'a pas hésité une seule minute. Vous savez, ça c'est des gens qui ne veulent pas évoluer sur le plan politique, sur le plan de leur mentalité.
nous, au niveau de la majorité comme au niveau du parti, le souci premier du chef de l'État, c'est de faire en sorte que ce pays puisse retrouver la paix. Parce que vous avez ces violences-là qui se créent, ça a des conséquences incalculables sur l'économie, sur la vie politique, la vie individuelle, sur la société togolaise elle-même. Et ce n'est pas bien, ça nous retarde. Donc, tout ce qui est bien qu'on peut faire, les sacrifices que nous pouvons consentir pour que ce pays retrouve la quiétude, la paix, et que son développement soit assuré, nous, on ne va pas du tout lésiner sur les moyens. Alors aujourd'hui, par rapport à cette situation, c'est important que le dialogue s'instaure à tous les niveaux, y compris l'UFC. Le chef de l'État ne peut pas placer son mot dans cette affaire? Mais placer quel mot? Mais le mot est au niveau du comité de suivi. Vous voulez qu'il place quel mot? Mais lorsqu'il va commencer par placer un mot, tout le monde va commencer par crier que bon voilà, qu'est-ce qu'il cherche encore dans cette affaire? Finalement, qui fait le travail. Notre pays constituerait donc une annexe au comité de suivi ou bien à la CEDEAO? Mais c'est ce que nous avons voulu. Parce que on avait dit qu'il faudrait que les Togolais se mettent ensemble pour discuter sans l'extérieur. Mais c'était le souhait du chef de l'État. Mais les gens l'ont rejeté, ont dit non, il faut forcément que l'extérieur vienne. Vous lisez un peu ce qui se passe. On voulait même que l'extérieur arrive avec des forces, amène une armée ici pour pouvoir dégager les institutions de la République. Vous-même, vous avez vu des trucs comme ça. Nous, les Togolais, nous devons nous dire qu'il est important que nous puissions dialoguer. L'extérieur ne peut pas venir nous imposer si nous-mêmes, nous n'avons pas la volonté d'aller vers des conclusions. Des compromis. Parce que Mais voilà que le cas de la CENI dure et perdure. Et le chef de l'État s'est totalement mûri dans un silence. Mais vous savez, il ne peut même plus placer de mots pour dénouer la situation. Mais si vous avez voulu que la situation soit gérée, enfin, je parle de la C14, vous avez voulu que la situation soit gérée par les autorités togolaises, je pense qu'on n'aurait pas fait tant de tapage pour aller chercher l'extérieur. Le chef de l'État aujourd'hui, s'il se met à se prononcer pour dire, bon voilà, il faut faire ça et ça. Mais vous voyez, on se connaît au Togo. La C14, sa position, on la connaît depuis toujours. Moi, je pense qu'à partir du moment où nous sommes confiés à la médiation, laissons la médiation nous aider à rechercher les compromis pour pouvoir avancer. C'est longtemps que ça va durer? Mais c'est ça. Aujourd'hui, nous avons 7 membres sur 8 qui sont élus. Mais qu'est-ce qui les empêche d'aller prendre leur place au sein de la CENI et contribuer? Madame Adjamagbo l'a dit tout à l'heure que jamais nous n'irons, ou bien nos éléments n'iront prêter serment. Alors, comment vous expliquez ça? Dans le même temps, vous dites elle s'est expliquée en disant que la C14 ne va pas faire le désiderata de la majorité présidentielle. Nous ne faisons pas le désiderata, c'est une question qui n'a pas été clarifiée. Pourquoi eux-mêmes ils ont écrit au comité de suivi pour qu'ils se prononcent clairement sur le sujet? Mais ça veut dire qu'il y a problème. Ils ont écrit, l'UFC a écrit. Mais quand vous écrivez pour saisir le médiateur, mais on attend quand même qu'il nous donne une solution, bien qu'il nous donne une réponse à ces différents courriers. Mais si vous reconnaissez qu'il y a problème, en attendant que ce problème soit solutionné, nous avons élu 7 personnes sur 8. Mais vous devez aller prendre place au niveau de la CENI. Alors, parce que l'important, c'est le travail que vous voulez faire. Supposons que les 7 sur 8 sont prêts à aller à la CENI. Ils iront faire quoi? Mais qu'est-ce que les gens font à la CENI aujourd'hui? Non, les gens travaillent. Tout est déjà fait, presque fait. Mais non, tout n'est pas fait. Ça, ce qui est fait là, c'est pratiquement rien. Parce que la CENI, le travail de la CENI, c'est assez important. Puisqu'ils doivent aller jusqu'aux élections. Oui. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a du travail. Donc il est important qu'ils aillent. S'ils ont des contributions à faire, ce qui a été fait jusqu'à ce jour, ils vont l'examiner. S'il y a des suggestions, des contributions à apporter, je sais que la CENI va recevoir cela avec beaucoup d'intérêt. Mais quand même, la C14 dit, dès lors que nous atterrirons à la CENI, tout sera à refaire.
Ah, mais ça, moi, je ne suis pas membre de la CENI. La C14, vous n'êtes non plus au gouvernement. Je ne suis pas au gouvernement, voilà. Mais je pense que vous savez, dans ce que nous faisons dans notre vie, si vous posez des actes, vous ne pouvez pas dire que si quelqu'un arrive, vous repartez à zéro. Ce n'est pas possible. Mais il faut quand même voir ce qui a été fait, hein, ce qui est positif, ce qui n'est pas positif. C'est que vous venez pour apporter un plus. Voilà. Mais on ne peut pas dire que tout ce qui a été fait est négatif. Ça n'existe pas, à moins que vous soyez de mauvaise foi. Mais si c'est de bonne foi, il y a des choses que vous allez apprécier. Malheureusement, chez nous, au Togo, c'est que, ce que nous voyons, c'est que l'opposition, en particulier la C14, voit tout en noir. C'est comme si rien n'est fait de positif dans ce pays. Mais quand vous sortez même du Togo, ceux qui sont à l'extérieur apprécient quand même les efforts qui sont faits. Mais ceux qui sont au Togo opposants, particulièrement C14, pour eux vraiment rien n'est fait. Le Togo est en train de sombrer. Mais à l'extérieur, ce n'est pas vu de la même manière. C'est regrettable. Et maintenant, par rapport au recensement électoral, est-ce que tout se passe pour le bien de l'ensemble des citoyens togolais? Monsieur Christophe Chao, on va vous laisser le soin de répondre tout à l'heure, mais on marque la pause. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victor FM. Retour donc en studio avec notre invité. Il s'agit du député Christophe Chao, président du groupe parlementaire UNIR à l'Assemblée nationale. Alors, honorable, pourquoi vous avez UNIR a rejeté hier Francis Pedro Amouzou sur la liste des 5? Non. On ne l'a pas rejeté. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous savez, comme on avait 5 personnes, et il fallait, comme nous l'avions souligné, en attendant que le comité de suivi nous clarifie sur les lettres dont ce comité a été saisi, il fallait élire 4 personnes, autrement nommer 4 personnes. Et la liste est 5, donc il faut nommer 4, on ne peut pas prendre les 5. Alors, donc on a rejeté personne, nous avons plutôt nommé les 4. Et les 4 là, les gens ont voté en âme et conscience. Oui, c'était un vote à main levée hier. C'était un vote à main levée. On appelait le nom de chaque candidat ou bien chaque non proposé. Oui. Et vous avez unanimement rejeté M. Francis Pedro. Non, ce n'est pas unanimement, mais chacun a voté. Moi, je ne sais pas ce que les autres... s'il a eu quelques voix ou pas, je ne sais pas, parce que c'est le président de l'Assemblée qui pouvait compter pour voir, pour nous donner les chiffres. Mais au finish, il n'a pas été nommé par la majorité des votants. Bon, s'il a eu 2 voix, 3 voix, je ne sais pas. Et c'est la consigne que vous avez donnée à vos collègues en tant que président du groupe? Non, la consigne, c'est trop dire. Mais chacun dans ce pays, nous sommes dans ce pays, chacun sait ce que l'autre fait. Maintenant, en âme et conscience, les gens ont voté. Nous n'avons pas donné de consigne. Parce que vous savez, c'est quand on a un sujet et que nous donnons des orientations de vote, là c'est clair. On se prononce. Et dans l'orientation de vote, j'indique clairement s'il faut voter pour ou s'il faut voter contre. Mais ici, je n'ai pas donné d'orientation de vote. On a laissé libre cours à chaque député UNIR de se prononcer. Oui, mais tel que les choses se sont passées hier, c'est comme si Francis Pedro Amouzou vous fait peur, surtout s'il retourne à la CENI. Non, vous avez dit c'est comme. Heureusement que vous dites c'est comme. Non, ce n'est pas le cas. Francis Amouzou, c'est un citoyen togolais comme tous les autres. Et à la CENI aussi, ceux qui sont là-bas, ils ont aussi une tête comme lui. Lui n'a pas 2 têtes. Chacun a une seule tête, doué de la même intelligence. Donc il n'y a aucun problème, il ne fait peur à personne. Mais le problème, c'est que ceux qui ont voté, si vous prenez chacun individuellement, il pourra vous dire pourquoi il l'a choisi. Et pourquoi il ne l'a pas choisi? Mais ce qu'on retient au finish, c'est qu'il n'a pas eu le nombre de voix escomptées pour faire partie des 4 qui ont été nommés. Vous êtes député élu et votre fief, je crois, c'est Tchamba. Sotoubois, voilà. Alors, que représente la carte d'électeur pour ceux qui se font enrôler? Honorable. Oui, que représente la carte d'électeur? La carte d'électeur aujourd'hui représente beaucoup de choses parce que la difficulté que nos populations ont dans nos villages, c'est d'avoir une pièce d'identité. Une pièce d'identité pour pouvoir faire des petites opérations bancaires avec
la finance inclusive qui s'est mise en place depuis un certain nombre d'années, il faut au moins avoir une pièce d'identité. Et je pense que cette carte d'électeur, elle est utile. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, sur un plan purement civique, il est important d'avoir une carte d'électeur pour aller voter. Parce qu'on est citoyen et on doit se prononcer sur la vie politique de son pays. Donc la carte d'électeur vous permet de remplir vos devoirs civiques en toute liberté. Donc c'est à double titre qu'il faut avoir cette carte d'électeur parce qu'elle vous identifiera comme étant un Togolais qui peut donc contribuer ou bien se prononcer sur le fonctionnement des institutions du pays, qui peut contribuer au choix des dirigeants du pays et comme je l'ai dit, sur un plan purement personnel ou social ou économique, elle est d'un atout pour le détenteur. Donc finalement, c'est comme si ces cartes d'électeurs constituent une sorte d'audience foraine qu'on fait. Le recensement plutôt. Non. Ce ne sont pas des audiences foraines, mais non. Comme je l'ai dit, la première des choses, c'est d'abord le devoir civique. C'est ça. Oui. Mais on peut l'utiliser aussi pour des besoins personnels. Donc, ça veut dire qu'elle vient en deuxième position pour vous aider à titre personnel, si vous n'avez pas de pièce d'identité, à vous faire identifier, à bénéficier d'un certain nombre de structures mises en place telles que la finance inclusive, où nos mamans, nos soeurs ou nos frères qui sont au village et qui n'ont pas de pièce d'identité peuvent s'en servir. Voilà ce que je veux préciser. Depuis quelques jours, vous êtes à l'intérieur du pays. Comment se passe le recensement à l'intérieur, c'est-à-dire dans la zone 2? Non, le recensement se passe bien, mais sauf qu'il y a d'énormes difficultés. Ces difficultés, c'est le matériel technique, voilà, qui quelquefois lâche, ne fonctionne pas très bien. Vous avez les ordinateurs, les imprimantes, des groupes qui ne fonctionnent pas. Donc tous ces problèmes-là, tous les jours, on s'attelle à pouvoir trouver des solutions pour que cela puisse véritablement fonctionner. Donc je pense que c'est ça la difficulté qu'on a. En termes de mobilisation, il n'y a pas de problème. Les gens répondent, les gens sortent. Mais c'est au niveau du matériel technique que véritablement des problèmes se posent. Parlant de la mobilisation, il paraît que vous qui êtes les élus ou disons les cadres du parti UNIR essaient de pouvoir demander aux gens sortez, si vous n'avez pas la carte, vous ne ferez pas ci ou ça. Qu'en est-il? Non, ça c'est des mensonges. Vous savez, dans ce pays, les gens développent du n'importe quoi. Ce qu'on n'a pas vu, on a vu. Ce que tu n'as pas entendu, tu dis que tu as entendu, que tu étais même présent. Non, ça c'est des... Bien au contraire, c'est pas d'intimidation? Non, mais quelle intimidation? C'est ceux qui boycottent, qui intimident les gens. Lorsqu'on croise, on a vu dans certaines localités, lorsqu'on voit des gens qui veulent aller se faire recenser, les gens tentent. Mais heureusement qu'il y a les forces de sécurité pour permettre à tout le monde d'aller venir sur le territoire de la localité. Mais nous, il n'y a pas d'intimidation. On ne fait pas de menaces, on ne fait pas de fausses promesses avec la carte. Nous demandons simplement, allez vous faire enrôler pour remplir votre devoir civique. Parce que cette carte-là, elle est utile pour vous, pour montrer que vous êtes Togolais. Et pourquoi on enrôle les mineurs? Les mineurs, je ne crois pas. Moi, jamais vu. Parce que ça, c'est à chaque année, c'est le même problème qui revient. Chaque année, on le dit. Mais pourtant, personne n'est en mesure de dire que dans telle localité, voilà, monsieur X, est mineur à tel âge. Non, les gens, ils n'ont pas d'exemple précis, mais ils le disent parce que c'est dans leur tête, c'est le fonctionnement. Vous avez vu quand même les images qui circulaient sur les réseaux sociaux, monsieur le Président? Vous savez qu'en termes d'images dans ce pays, on a vu des images montées de toutes parts. On a pris des violences qui se passent quelque part au Cameroun. On les a habillées comme étant des images du Togo. À tous les niveaux, sur les réseaux sociaux, les images là. Mais vous croyez à ces images-là? Non. Vous me faites... Non, mais vous croyez à ces images-là? Moi-même, on m'a mis sur les images avec des fusils pour dire que je distribuais les armes. Pendant que j'étais à Setoubois. Je n'étais même pas ici. Moi, j'étais à Setoubois, on dit que j'étais à Devi organiser et j'ai organisé des milices pour donner des armes. Je n'étais même pas là. Vous croyez à des images?
Non. Donc, il n'y a pas d'enrôlement de mineurs. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ça, il y en a tout. pas du tout. Mais comment on peut le faire? Mais nous sommes quand même des responsables. Alors, Monsieur le Président, on va laisser le soin plutôt aux auditeurs d'intervenir, mais à quand les réformes pour limiter le mandat et réformer les institutions? Voilà que pour la simple CENI, les choses sont bloquées. Maintenant, quand est-ce que les réformes pour limiter le mandat et réformer les institutions? Non, ça, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui doit le déterminer. Nous avons un comité de suivi qui est là. Nous avons la facilitation aussi qui est en place. Je pense que les choses avancent à petits pas. Aujourd'hui, il est question de la CENI. Et après la CENI, on va avancer, on va passer à autre chose. Mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va venir après la CENI? Je ne sais pas encore, mais j'espère que ça va être les réformes. De toute façon, on avait parlé des réformes qui doivent être actées au plus tard le 30 novembre. Voilà, donc il y a un chronogramme qui a été établi. Donc je pense que ça va venir. Inexorablement, on ira aux élections le 20 décembre. Ça c'est clair, Forcément. On ira. Donc les réformes, on va les faire, on va les opérer. Après la CENI, ça va être le deuxième gros morceau. L'arrivée de la C14 à la CENI ne va pas empiéter ou bien peut-être pousser à revoir un peu le chronogramme? Non, c'est ce que j'ai dit entre-temps. Vous savez, c'est nous-mêmes les Togolais. Si nous voulons vraiment arriver, on y arrivera. Il faut mettre la volonté politique, il faut mettre la bonne foi, il faut avoir des compromis. Il faut avoir des compromis. Moi, je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau. Nous allons avancer et on ira aux élections. Il n'y a pas de problème pour ça. Nous allons prendre Jacques qui est en ligne avec nous. Jacques, bonjour. Bonjour Joachim. Oui, vous avez une question à notre invité. Oui, j'ai deux questions pour l'honorable Christophe Chao. On vous écoute. La première, entre-temps, le même Pedro a prêté serment à cette assemblée-là. Bon, entre-temps, la CENI les avait mis en minorité les trois. Est-ce que ça a annulé cette chose le serment qu'il a déjà présenté à l'Assemblée? Bon, deux. Pourquoi ne doit pas faire les choses aujourd'hui en bien, pour le bien de tous les Togolais? La feuille de route dit qu'il faut 8 plus 1 consensuellement. Bon, où se trouve aujourd'hui la feuille de route? Merci. Bien noté, cher ami Jacques. Et nous allons prendre Monsieur Kissi Jean. Ah bon. Monsieur Kissi Jean, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur. Voilà, oui. Nous vous écoutons alors, Monsieur Kissi Jean. Bonjour à mon cher collègue Christophe Chao. Oui, merci, bonjour. Oui, je voulais poser juste trois petites questions. Ah bon? La première, où est-ce que mon collègue a trouvé une lettre que nous avons adressée au comité de suivi, la coalition a adressée au comité de suivi sur le cas UFC? Moi qui suis au creux de tous les courriers de la coalition, je n'ai pas connaissance de ce courrier. Puisqu'il n'y a même jamais eu un problème UFC qui s'est posé. Nous avons écrit au comité de suivi pour le dire, conformément à leur décision, nous avons désigné 8 membres. Voilà ce que nous leur avons écrit. Puisqu'il y a 4 places de l'opposition qu'on a pris au sein de la CENI, la décision du comité de suivi nous restitue les 4 places. Il n'est pas question d'une place ou de l'UFC, etc. Donc ça, c'est la première question que je voulais lui poser. Parce que nous n'allons pas accepter ce mensonge sur notre tête. La deuxième... Et ce sera la dernière, oui. Ce sera le dernier. Mais ils ont dit qu'ils n'ont pas le droit de s'immiscer dans notre liste. Et nous avions décidé à la précédente séance que la procédure, c'est un scrutin de liste plurinominal. C'est-à-dire, on propose une seule liste, il y a tous les noms dessus que nous avons présentés et on lève la main sur la liste. Où est-ce qu'ils ont trouvé les 4 noms que le président de l'Assemblée nationale s'est enfermé dans son bureau hier pour enfermer aux médias, pour envoyer aux médias? Parce qu'il n'y a pas eu de vote. Nous étions dans la salle, nous crions, on ne doit pas voter. Les autres uniques qui vont voter. Le président de l'Assemblée a égrené quelques noms
comme on fait une proclamation d'examen, et puis il s'est enfermé dans son bureau pour envoyer 4 noms Voilà. aux médias. Où est-ce qu'ils ont trouvé ces 4 noms-là? Par quelle procédure ont-ils trouvé ces 4 noms? D'accord, c'est bien noté. Ils ne trouvent pas que c'est du faux et usage de faux. Voilà, merci Monsieur Kissi Jean. Mais avant de vous laisser partir, pourquoi vous aussi vous avez failli en venir aux mains avec vos collègues, surtout Monsieur Katania hier? Pourquoi? Ah mais c'est eux qui m'ont agressé. Au moment où moi je contestais, c'est eux qui sont venus vers moi en disant qu'ils peuvent me taper. Merci Monsieur Kissi. Et nous allons prendre maintenant Monsieur Maglo. Monsieur Maglo, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Je voudrais poser 2 petites questions à Monsieur le Président du groupe parlementaire UNIR. Je lui demanderai d'être un peu franc. D'abord, parlant de ce fameux, comment vous appelez ça, carte de recensement-là. Ça fait plus de 10 ans que nous faisions cette carte. Mais d'où vient l'intérêt pour cette carte-là cette année? Qu'il faut que ça peut remplacer la carte d'identité, ça peut faire ceci ou cela. D'où vient cet intérêt-là? Parce qu'on n'a jamais fait de publicité pour cette carte. Pourquoi aujourd'hui maintenant cette carte est si en vue? C'est la première question. Deuxième question, parlant de la position de l'UFC. L'UFC se base sur 2 arguments. Et la première, c'est cette fameuse loi qui permet d'être à la fois l'opposition et dans la majorité présidentielle. Et ça, vraiment, si on est fier, si on est togolais, si on est fier, on ne devait même pas créer cela. C'est une aberration. Ça, je voudrais mettre le point sur ça. Deuxième chose, M. Romao disait qu'il fait partie du groupe de la majorité, non, plutôt, il est député. Il est parlementaire à l'Assemblée. Monsieur Romao n'est pas député à l'Assemblée, s'il vous plaît. Vous le savez. Non, il fait partie de ceux qui sont du groupe parlementaire, de l'opposition. Je crois que c'est ça, non? Ah bon, disons que l'Union des forces de changement dit qu'elle est partie de l'opposition parlementaire. Et que maintenant, il se retrouve maintenant avec l'opposition d'accord. Et que le président du groupe parlementaire de l'opposition, celui qui doit signer les papiers pour les envoyer, c'est Mme Amegavi. Est-ce qu'il, Amegavi, est obligé de le prendre, de le maintenir? Puisqu'il fait partie, il est maintenant dans l'opposition. Oui. Est-ce qu'il doit respecter aux ordres de l'opposition ou pas? Et vous avez été très très large. Merci Monsieur Maglo. Alors, on reprend, on commence par le dernier intervenant. Est-ce que Maître Isabelle Amegavi était tenue de pouvoir prendre en compte le cas de l'UFC comme étant partie de l'opposition parlementaire et mettre ça sur son papier à envoyer au président de l'Assemblée nationale? Non, le cas de l'UFC, le candidat de l'UFC, son nom ne figure pas sur la lettre que Maître Amegavi a envoyée au président de l'Assemblée nationale. Mais nous disons que lors des discussions avec le comité de suivi, quand on parle de parti parlementaire, l'UFC fait partie. Donc il fallait qu'à ce niveau-là, des discussions soient engagées et sur ce point pour que dans les décisions qui ont été envoyés au gouvernement, on clarifie si l'UFC, oui ou non, pourra être positionné ou bien solliciter une place. Si c'est non, si c'est oui, ça clarifie et on avance. Donc, à aucun moment, Maître Amegavi n'a mentionné le nom du candidat de l'UFC sur sa feuille. Ça n'a pas existé. Pourquoi un regain d'intérêt assez particulier pointu à la carte d'électeur cette année? Voilà, non, je n'ai pas dit que la carte d'électeur remplace la carte d'identité nationale. Je ne l'ai pas dit. Ça, je ne l'ai pas dit. Ce n'est pas seulement cette année. Je dis que pour nos parents, nos mamans, nos sœurs, qui sont dans les villages, dans les hameaux, et qui n'ont pas une pièce d'identité, cette carte d'électeur peut les aider dans les microfinances, où ils vont faire des prêts de 30 000, de 40 000, parce qu'il n'a aucune pièce. Mais quand même, monsieur le ministre. Non, je n'ai pas dit que ça n'en passe la carte nationale. Si nos parents n'ont pas cette pièce, ou bien cette identité, cette pièce d'identité, pardon, à qui la faute?
Ah, non, mais vous savez, la faute, il n'y a pas de faute ici, puisque c'est une loi qui fait que, à ta naissance, tu dois te faire déclarer. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas fait déclarer, qui n'ont pas de pièce de naissance. Vous voulez attribuer ce tort à qui? Donc, si on comprend très bien, on ne va pas exiger dans les administrations la présentation de la carte d'électeur de cette année aux citoyens. Mais qui a dit que ça allait remplacer une carte... Oui, comme l'auditeur disait, il y a trop de... Non, ce que je voudrais dire à l'auditeur, il ne faut pas se laisser embrigader par ce que vous entendez sur les réseaux sociaux ou bien là à côté, tout ça. Non. Nous sommes dans un pays qui a des lois. D'accord. C'est ça. Où avez-vous trouvé les 4 noms que vous avez votés? Ce que le collègue ici dit est grave. C'est très grave. Mais un élu qui dit que le président de l'Assemblée s'est enfermé dans son bureau pour rédiger les 4 noms. Mais ce qu'il dit là, dans tous d'autres cieux, on va le poursuivre, on va lever son immunité pour qu'il soit poursuivi. Parce que c'est grave de dire des trucs comme ça sur les antennes. Les journalistes qui étaient là, mais ils ont vu les députés unir lever les mains. Mais on a voté en bonne et due forme. Le président citait les noms et on votait. Eux, ils étaient là à faire du tapage, du bruit. Mais non, mais ça là, c'est extrêmement grave. Frère, moi, si tu es à la base du PA... Comme c'était 5 noms, alors lui, il a posé simplement le problème parce qu'on devait faire un truc de proportionnel. Maintenant, comment est-ce que vous avez pu sortir 4 de ces 5 noms? Non, on n'a pas sorti. On n'a pas sorti. Le président a cité les 5 noms. Les 5 noms. Les 5 noms. Il cite. Les mains sont en l'air et on compte. Il a cité, toutes les mains étaient en l'air. On a compté. Mais celui qui a eu moins de voix, c'est celui qui n'a pas élu. Et ça, c'était visible, c'était aussi de tout le monde. Mais ce type de mensonge-là, il faut absolument bannir ça dans notre pays. Mais on ne peut pas être un homme politique et mentir à tue-tête comme ça. C'est pas bien. Alors oui, il parle de la lettre. Non, la lettre, je n'ai pas... La lettre, ils ont envoyé un courrier. Mais ce courrier, l'UFC également a envoyé un courrier. Mais il y a un problème. Je ne dis pas que dans ce courrier, c'est uniquement le problème de l'UFC qui est abordé. Dans les différents courriers qui ont été envoyés, il peut y avoir plusieurs points. Mais ce qui est sûr, c'est que la médiation va se prononcer sur ce sujet. Hier, nous étions avec De Brousse, nous avons posé la question. Mais vous avez saisi le comité de suivi, dit oui, on l'a saisi. Mais voilà, attendons, eux-mêmes hier dans la salle. Monsieur Kissi même a dit que en attendant, comme le comité de suivi est saisi, qu'on n'a qu'à attendre leur réponse avant de procéder à l'élection des 5. Il l'a dit hier dans la salle. Mais ce matin, il change d'idée. Pourquoi ne pas bien faire les choses et que le pays soit apaisé et que tout le monde se retrouve dans ce que vous faites? C'est la dernière préoccupation qui nous vient du premier auditeur. Attention, mais non, mais ce que nous faisons, aucune force politique ne peut tout seul faire ce que tout le monde aspire. C'est pour ça qu'il y a eu cet appel au dialogue. C'est à travers un dialogue inclusif, je le précise, que nous pouvons véritablement trouver des apports de solutions à nos problèmes. Monsieur le Président, très bientôt, ces problèmes seront derrière nous. C'est le souhait de tout le monde, y compris vous-même qui me posez la question. Vous ne voulez pas que le pays avance, mais nous voulons vraiment réussir. Et nous sommes à la fin de l'émission. Merci. Votre mot de conclusion. Ah oui. Oui. Merci. Non, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que nous voulons véritablement que nous puissions avancer dans les réformes. Alors aujourd'hui, le premier sujet qui est arrivé à l'Assemblée nationale, c'était la CENI. Il faut pouvoir gérer ce problème et ensuite aller vers les réformes. Nous allons le faire dans un esprit qui puisse prendre en compte toutes les préoccupations pour que nous puissions avancer. Merci. Merci, honorable Christophe Tchaotet-Félicien. Merci également. Mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez acceptés ou reçus chez vous. Merci à IT derrière la belle vitrine pour la mise en onde des réalisations à la fois. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.